Alors Christian, justement, les Occidentaux doivent-ils s'inquiéter? Que peuvent-ils faire? Écoutez, la Chine et la Russie, c'est clair, sont en train de bouleverser l'ordre moyen-oriental et mondial tenu par les Américains depuis 1945. Tout cela est plus qu'inquiétant. Pour sa survie, l'Iran est en train de donner progressivement aux Chinois et aux Russes le contrôle du Moyen-Orient et de ce que j'appelle sa rente pétrolière et gazière. Il y a victoire américaine, israélienne, mais nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que dans... Heureusement que les réseaux sociaux sont aujourd'hui disponibles pour tout le monde, parce que si aujourd'hui, quand tu regardes des choses comme ça, tu te rends compte en fait à quel point ces gens-là ont enfumé. Ils ont enfumé les gens en Occident depuis des années et des années. Donc nous tous ici, là, qui avons vu la claque que leur proxy il a pris, le cinéma que Trump il a mis en place pour venir sauver leur proxy, lui, sans honte, il vient déclarer « On a gagné ». C'est un lot de consolation pour l'Iran. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'ils avaient déjà... Les gens, ils pensent qu'il n'y a que la bombe atomique qui est dangereuse. Non, c'est qu'ils ont lâché sur la Russie. Ça n'a jamais été fait auparavant. C'était une bombe nucléaire économique. Mais elle n'a pas eu l'effet escompté. Moi, je pense que c'est comme ça que la Chine va avoir Taïwan. Ils vont continuer à s'affirmer, à affirmer leur puissance, jusqu'au point où les États-Unis ne pourront plus rivaliser avec eux. Et en ce moment-là, ils diront à Taïwan, bon, maintenant la fête est finie et Taïwan va s'allonger tout seul. Alors, une telle décision, suspendre la coopération avec l'AIEA, voudrait dire, par exemple, que les inspecteurs de l'AIEA pourraient se voir interdire. Alors, une telle décision, suspendre la coopération avec l'AIEA, voudrait dire, par exemple, que les inspecteurs de l'AIEA pourraient se voir interdire l'accès aux sites nucléaires iraniens. Il faut bien préciser tout de même que le Parlement iranien n'a en réalité que très peu de pouvoir sur ce sujet, comme sur les autres. Bonjour Gauthier Rybinski. L'Iran, dont singulièrement les ministres de la Défense vont être reçus aujourd'hui en Chine avec des responsables russes dans le cadre de la coopération dite de Shanghai. Oui, alors, est-ce que... Si j'étais vraiment méchant, je dirais que c'est un lot de consolation. Parce que pour le reste, on ne peut pas dire que les deux grands pays que vous venez de citer aient été particulièrement soucieux du sort de la République islamique d'Iran, que l'un et l'autre, pour des raisons diverses, ont plutôt fait preuve d'attentisme. Pékin, parce que fondamentalement, Pékin essaye toujours de garder les mains en dehors du moteur des autres, et plutôt aime observer comment ça tourne pour les uns et les autres. C'est-à-dire que de son propre chef, Pékin n'intervient pas en se disant que lui aurait le droit d'intervenir, c'est-à-dire, suivez mon regard, Taïwan. Bon, En tout cas, ici, là, je dois revenir sur ce qu'ils viennent de dire. Premièrement, la présentatrice. La présentatrice vient de dire qu'elle parlait du fait qu'il y a 4 jours, l'Iran, le Parlement iranien, ou il y a 7 jours, le Parlement iranien a voté l'interdiction pour les agents de l'AIEA d'inspecter, de l'Agence de l'inspection de l'énergie atomique, d'inspecter les sites iraniens ou de venir en Iran. Et elle veut faire croire que le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir. Eh bien, c'est comme à Paris, c'est comme en France. Le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est comme en Occident. Trump, il a agi sans le Parlement. Ici, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu du système iranien, c'est que les gens qui ont le pouvoir ont envie d'agir, ont besoin d'agir avec une certaine légitimité. Et donc, la plupart des décisions prises ou non par les gens qui dirigent l'Iran sont d'abord autorisées dans le fait de pouvoir les prendre ou non. Souvenez-vous, c'était quand déjà ? C'était pour une décision précédente.
Là encore, le Parlement iranien, voilà pour la riposte, pour le droit de riposter. Là encore, le Parlement iranien s'était déclaré en faveur. Donc, pour que les décisions de l'autorité ou des autorités ukrainiennes soient légitimes, on essaye d'abord de les faire approuver préalablement par le Parlement. Et donc, une fois que le Parlement a pris une décision, ça indique ce que le pouvoir en place peut faire. Et donc, oui, ils ont autorisé leurs autorités à dire oui ou non si ces gens-là peuvent venir ou non. Et ils ont dit qu'on le coupe. Et c'est à confirmer. Si c'est confirmé, c'est bon. Si c'est pas confirmé, c'est pas. Mais ça indique aux Occidentaux que l'autorisation pour couper est déjà faite. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette autorisation ne soit pas effective? De toute manière, ils vont atterrir là-bas comment, par qui? Ensuite, maintenant, on vous dit qu'il va y avoir une réunion des ministres de la Défense des 3 pays dans le cadre de l'organisation de Shanghai. Il dit, ouais, si je voulais être méchant, je pourrais dire que c'est un lot de consolation. Je pense qu'il est temps le temps est venu pour lui de prendre sa retraite. Parce que nous savons ici, nous avons déjà vu ici, qu'il est crucial pour la Russie et la Chine que l'Iran ne tombe pas. Parce que contrairement à ce que ces gens-là essayent de vous faire croire, c'est pas parce que l'Iran, on le prive d'avoir le matériel que l'Iran est au même niveau que la plupart des pays du Sud. L'Iran est parmi les pays qui produisent les plus d'ingénieurs au monde à l'heure actuelle. Donc ça veut dire des cerveaux capables de faire des choses importantes. On en trouve beaucoup en Iran. Les Européens, il n'y a aucun pays d'Europe qui produit autant d'ingénieurs que l'Iran. Et donc, il y a un savoir-faire là-bas que les Russes et les Chinois n'ont pas intérêt à ce que ça tombe dans l'escarcelle de l'Occident. Puisque à la minute où l'Iran serait tombé, la première chose qu'ils auraient fait serait été de s'accaparer la technologie hypersonique qu'ils n'ont pas. Et donc, qu'ils viennent vous dire que oui, ils n'ont pas aidé, non. Ça, c'est parce que les Occidentaux n'ont pas voulu montrer que la Chine et l'Iran ont aidé. La Chine et la Russie ont aidé. Ils ont aidé. Mais sauf que eux, ils font de la diplomatie la vraie, pas la diplomatie TikTok, pas la diplomatie des médias. Eux, ils agissent en vrai. Regardez quand le conflit entre la Russie et l'Ukraine a commencé. Ils ont gesticulé en disant que oui, la Chine ne les aidera pas. La Chine, elle est machin. La Chine, elle prend ces trucs. Entre-temps, c'est qui a de plus en plus de mal à produire ces armes? Est-ce que c'est la Russie ou les Occidentaux? C'est à qui que la Chine a limité l'exportation des minéraux rares? C'est à la Russie ou aux Occidentaux? Et donc, eux, ils limitent. Voilà pourquoi ils veulent faire un contrôle de l'information dans leurs médias. C'est pour limiter les informations qui viennent d'ailleurs et pour faire croire à leur récit que eux, ils sont toujours les plus forts, les machins, les nini, nanana, alors que ce n'est pas vrai. Et bien évidemment, ils doivent faire continuer à croire ça à leur population pour que leur population ne leur demande pas des comptes. Exactement comme ce que nous avons vu chez le proxy au Moyen-Orient. Pendant sa guerre de 12 jours là, ils ont menti, comme quoi à chaque fois on voyait des missiles, des salves iraniens partir, on disait ils ont tout intercepté. Il n'y a rien qui est tombé. Mais c'est parce que l'Iran ne visait pas des civils, l'Iran visait des cibles militaires. Et maintenant que la liberté de la presse a repris au pays du proxy, on se rend compte du mensonge qu'ils ont fait, on se rend compte du dégât qu'ils ont fait, on se rend compte que, contrairement à ce qu'ils disent, les États-Unis ont attaqué plus pour les sauver eux que pour, soi-disant,
détruire le complexe nucléaire iranien. Et c'est pour cela qu'ils veulent absolument retourner là-bas pour aller vérifier s'il reste quelque chose en Iran ou pas. Pour les Russes, il y a quelque chose de différent, c'est que vous avez d'une part la dépendance vis-à-vis des drones Shahed, des drones iraniens qui ont beaucoup servi aux Russes. Le problème maintenant, l'avantage pour Poutine aujourd'hui, c'est que la plupart de ces drones sont désormais produits sur le sol russe lui-même. Et que donc, la dépendance vis-à-vis de Téhéran est réduite. Et puis si vous ajoutez à cela le fait que la lune de miel, même fabriquée de toutes pièces par les Américains envers la Russie, elle est utile à Vladimir Poutine dans l'immédiat, puisqu'évidemment tout ça détourne les regards, pas ceux de France 24, mais les regards de la guerre ukrainienne. Donc voilà. Ça détourne le regard des gens du Sud ou le regard de l'Occident. C'est ça qu'il faut préciser. Je ne pense pas que les gens du Sud, eux, ont arrêté de suivre ce qui se passe en Ukraine. C'est plutôt vous qui, à chaque fois qu'on est scandalisé par quelque chose, vous mettez le projecteur sur autre chose. Et de toute manière, ce qui a été fait en Iran était tellement injuste que nécessairement, tout le monde a trouvé ça à temps. Depuis quand on déclenche des guerres comme ça, quand on veut, comme on veut. Surtout quand on se plaint d'être la victime, mais soi-disant qu'on se sent en danger. Ça ne détourne le regard de personne. Et voilà pourquoi ces gens-là, plus tu les attends, plus les enjeux sont importants, et surtout, plus les enjeux ne sont pas en faveur des Occidentaux, plus c'est là que tu te rends compte, en fait, c'est que des farceurs. Certes, ils savent faire leur métier, mais les raisons pour lesquelles ils sont là, c'est pour qu'au moment voulu, ils maquillent la vérité, comme ils sont en train de faire là. 80% du temps, 99% du temps, ils te donneront l'information s'il n'y a pas de grands enjeux derrière. Mais dès qu'il y a des enjeux derrière, alors là, ils vont te mentir. Pardon. Cette instance, ce grémium qui est à la fois, oui, d'ordre accords commerciaux, économiques, et puis partenariats politiques, idéologiques, c'est un peu là une grande machine. Mais il y a quelque chose qui vise à servir un minimum les Iraniens, c'est-à-dire simplement dire, voilà, il y a victoire américaine, israélienne, mais nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que dans Ah Seigneur, le papy, il a des problèmes. Il a dit il y a victoire américaine. Ah Seigneur, ah Seigneur, aïe 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 aïe. Vraiment, heureusement que les réseaux sociaux sont aujourd'hui disponibles pour tout le monde, parce que si aujourd'hui, quand tu regardes des choses comme ça, tu te rends compte en fait à quel point ces gens-là ont enfumé. Ils ont enfumé les gens en Occident depuis des années et des années. Donc nous tous ici, là, qui avons vu la claque que leur proxy a pris, le cinéma que Trump il a mis en place pour venir sauver leur proxy, lui, sans honte, il vient déclarer « On a gagné ». C'est un lot de consolation pour l'Iran. Ah Seigneur. En l'immédiat, ça veut dire aller plus loin? Je ne crois pas, mais au moins il y a cette formule-là. Cette machine, c'est un peu le pendant de l'OTAN, des Iraniens, des Russes, des Chinois, qui vont peut-être être inspirés par le fait que la loi du plus fort se soit imposée, tant, on l'a vu dans le conflit entre Israël et l'Iran, tant que ces dernières heures au sommet de l'OTAN à La Haye. La loi du plus fort ne s'est pas imposée sur l'Iran. La loi du plus fort s'impose sur les Occidentaux, comme a dit Emmanuel Todd. Nous sommes les soumis des Américains. Nous pensons et nous voulons être bien avec le chef. Mais pour le reste du monde, on ne voit plus l'Amérique comme une puissance qui va encore dominer. On le voit comme une puissance déclinante. Et ce qu'a montré la Russie, c'est que
l'Amérique, non seulement on sait qu'ils ont gagné 0 guerre depuis, je crois, je ne sais pas combien de temps, mais ce n'est que de l'illusion. Concrètement, ils ne sont pas aussi forts qu'on le croyait. Et tous les jours, l'Ukraine le prouve. Donc la loi du plus fort s'impose en Occident parce que les Occidents, les Européens en particulier, sont des lèche-bottes. S'ils ont pu profiter de la domination occidentale en partie, c'est en majorité grâce aux États-Unis que les Européens ont pu faire tout et n'importe quoi dans le monde pendant un moment. Parce qu'ils étaient protégés. Exactement comme pour agir en Ukraine, ils pleurent que ça sera sous la protection des États-Unis. C'est pour cela qu'ils se sont tous mis à plein ventre devant Trump, en pensant que Trump, s'ils donnent 5% de leur économie ou de leur PIB à Trump, Trump, il ne va pas les lâcher. Trump, il s'en fout. Trump, il est passé à autre chose. Et J.D. Vance, lui, il est en train d'essayer de rattraper le coup d'aller bombarder l'Europe pour ne pas perdre ses chances d'être le prochain président. Parce que quand ça sera J.D. Vance, alors là, l'Europe va pleurer. Parce qu'ils peuvent encore essayer de faire le malin ou de parler avec Trump ou quoi que ce soit. Avec J.D. Vance, ils vont pleurer tout court. Et ils le savent. Mais par rapport aux États du Sud, eux, ils sont conscients que militairement, la chose est pliée. Le jour où la Chine va s'en prendre à Taïwan, ça ne sera pas militairement que ça va se jouer. Et c'est comme en Chine. En Chine, c'est comme en Ukraine. En Ukraine, ça ne devait pas se jouer militairement. Ça devait se jouer économiquement. Il y avait plus d'armes économiques préparées contre la Chine, contre la Russie, que d'armes militaires préparées contre la Russie. Il savait déjà qu'il mettait Poutine dans une position où il ne pouvait que intervenir. Et il se disait que c'est pas grave qu'il intervienne de toute manière. Ils avaient sous-estimé le niveau de son armement. Il se disait on va le battre économiquement. On va lui faire un bombardement nucléaire économique qui fait que les Russes et lui-même, ils vont capituler. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'ils avaient déjà... Les gens, ils pensent qu'il n'y a que la bombe atomique qui est dangereuse. Non, c'est qu'ils ont lâché sur la Russie. Après que la Russie ait pris l'Ukraine, c'est une bombe atomique. Ça n'a jamais été fait auparavant. Et vous voyez bien que quand leur proxy est parti s'en prendre à l'Iran, elle n'a même pas reçu le 1 millième de cela. Il n'y a même pas encore une sanction sur le proxy. Ce qu'ils ont lâché sur la Russie, je le répète, c'était une bombe nucléaire économique. Mais elle n'a pas eu l'effet escompté. Donc, continuez à vous bercer d'illusions que soi-disant la loi du plus... Non, la loi du plus fort, c'est fini ça. On sait que c'est plus vous les plus forts. À la limite, on est dans un état d'équilibre, mais la loi du plus fort, ça, c'est à oublier. Alors oui, les États-Unis, c'est le plus fort en Occident, mais les États-Unis sont maintenant de plus en plus loin d'être le plus fort du monde. Et maintenant qu'on commence petit à petit à contester chacun de vos institutions, et que petit à petit, on est en train d'inventer des alternatives, les 10 prochaines années vont être importantes. Oui, bien sûr. Alors, c'est le risque, effectivement. Mais en même temps, si, privilégier la voie diplomatique, ce qui a été fait quand même depuis une trentaine d'années, avec des régimes comme le régime chinois, avec Vladimir Poutine depuis 22 ans, 23 ans, etc., on dit, finalement, quel est le résultat de ça? Alors, certains vous diront... Il est malade, lui. Il a dit on a privilégié la diplomatie avec les Russes. Depuis 2007, au sommet de l'OTAN, Vladimir Poutine leur a dit qu'il ne fallait pas continuer l'extension de l'OTAN vers la Russie, qu'il fallait se préoccuper de nos préoccupations de sécurité,
La Russie a demandé à rentrer dans l'OTAN. Ils ont à chaque fois rejeté la Russie, se moqué de la Russie. Et dit qu'ils ont fait de la diplomatie. Où est-ce qu'ils ont fait de la diplomatie ? Voilà, la force armée, les attaques armées n'ont jamais rien produit de productif, précisément, dans ces 40 dernières années. Minimum quand même le Kosovo, la Serbie, on parle de l'Irak, du désordre irakien, mais les choses n'évoluent pas en une seule nuit. Demandez par exemple à ceux qui ont souffert des geôles de Saddam Hussein, demandez-leur s'il ne fallait pas intervenir. Bon, il faut penser à tout ça. Simplement, sur le plan intrinsèque à non, mais ces gens-là, ils aiment bien prendre des exemples pour les autres. Ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, dans une démocratie où, soi-disant, les libertés fondamentales sont respectées et garanties, ne justifiait-il pas qu'il y ait une intervention pour démettre Macron ? Parce qu'on veut se plaindre que voilà, chez eux, il y a des prisonniers qui étaient d'accord. Vous pensez que les Gilets jaunes qui ont été éborgnés. Et je ne pense même pas que si on va dans les prisons que vous dénoncez là, on va trouver beaucoup de gens éborgnés légitimement par les forces de l'ordre. Je ne pense pas. Ça, c'était pas important. Mais à ces régimes, et chez les autres, c'est les champions. Vous dites que ça pourrait leur donner des idées, mais cette idée, elle est déjà là implicitement. Xi Jinping n'a pas eu besoin des désordres du monde pour continuer à lorgner sur Taïwan et envisager un jour d'y aller avec la mitraille. Donc, si vous voulez croire qu'il y a une possible, qu'on peut gagner une dictature ou un régime totalitaire despotique par une forme de raison et de diplomatie, c'est simplement être naïf. Cette diplomatie peut fonctionner à certains moments parce que ce régime en aura besoin, et à d'autres moments, elle ne fonctionnera pas. Et là, ça ira très mal. Donc, au fond, les régimes de ce type-là sont par essence. N'importe quoi. En tout cas, ce qu'il dit ici, ça ne vaut que par le fait que la Chine, comme on dit, la Russie et la Chine sont en train de donner une leçon au monde occidental. La Chine, elle sait très bien qu'elle a les moyens militaires de se procurer Taïwan aujourd'hui. Militairement, les États-Unis ne sont pas en mesure de pouvoir empêcher la Chine de prendre Taïwan. Sauf que prendre Taïwan emmènera des conséquences économiques ou peut-être militaires dont il faudra gérer. Alors à la place, la Chine est en train d'affaiblir l'Occident bien comme il faut, parce que le jour où elle dira que voilà, on se réunit ou on attaque, Taïwan n'aura nulle autre alternative de dire que voilà, ok, on revient sous le contrôle de la Chine, mais tout continue pareil. Ou de devenir un protectorat chinois, ou de devenir un territoire chinois officiel. Moi, je pense que c'est comme ça que la Chine va avoir Taïwan. Ils vont continuer à s'affirmer, à affirmer leur puissance, jusqu'au point où les États-Unis ne pourront plus rivaliser avec eux. Et en ce moment-là, ils diront à Taïwan, bon, maintenant la fête est finie et Taïwan va s'allonger tout seul. Parce que de toute manière, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont aller faire de plus à Taïwan, si ce n'est que faire reconnaître que Taïwan est devenu chinois. Je ne pense pas que le business qui est là-bas, qui est géré par les Taïwanais eux-mêmes et tout ça, la Chine aura intérêt à détruire tout ça. Je ne pense pas. Il n'y a rien à gagner. C'est les Occidentaux qui ont quelque chose à gagner de l'indépendance de Taïwan. Parce que si Taïwan tombe dans les mains de la Chine, et ça veut dire que tout l'avantage stratégique de Taïwan revient encore à la Chine et à rendre encore la Chine encore plus puissante. Des régimes qui favorisent la déstabilisation. Merci. Ok, bon. J'avais demandé au monsieur qui m'avait parlé de l'accord entre les 3 États. Vous voyez bien que j'ai du mal à trouver quelconque information sur cet accord. Attendez, on va aller sur Google, peut-être qu'on aura un article ou quelque chose. C'est en cela que Google devient difficile et que quand tu commences à t'intéresser à l'information, tu te dis que voilà, il serait peut-être temps d'arrêter d'utiliser Google parce que c'est vraiment limité. Regardez, il y a sur Facebook qui parle d'un accord de défense, mais le reste, on ne parle pas de l'accord. Donc la personne qui m'a écrit au sujet de l'accord, si elle peut m'envoyer un lien où je peux m'informer et en apprendre un peu plus sur cet accord, ça serait gentil.
de le faire même sur WhatsApp pour que je puisse le lire plus tard et que je puisse le commenter plus tard. Ça serait cool. Ensuite, écoutons qu'est-ce qu'ils disent ici. Peut-être qu'ils parlent de cet accord ici. Alors on continue à parler de l'Iran justement avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonsoir. Vous allez nous révéler le contenu d'un accord stratégique très important que l'Iran vient de signer pour très longtemps d'ailleurs avec la Chine et auquel la Russie est également associée. Bon, ça c'est l'accord dont je vous avais fait partie. Je vous avais parlé. Je ne pense pas que ce soit le dernier. Parce que quand je lis les informations en bas là, et regardez le responsable de l'Iran, je crois que c'est l'ancien président de l'Iran qui est mort. Donc cet accord, on l'avait déjà commenté. Mais bon, écoutons-le quand même. Nous révéler le contenu d'un accord stratégique très important que l'Iran vient de signer pour très longtemps d'ailleurs avec la Chine et auquel la Russie est également associée. Alors, en gros, c'est un accord sur 25 ans, c'est un accord stratégique. C'est l'Iran qui se livre économiquement et militairement à la Chine et à la Russie. Alors, un des éléments économiques clés de l'accord concerne un investissement à hauteur de 280 milliards de dollars dans les secteurs pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Et puis un autre volet de l'accord prévoit un investissement de 120 milliards de dollars dans le domaine des transports et des infrastructures avec main-d'œuvre iranienne qui sera sous contrôle des Chinois. En échange de tout cela, la Chine sera privilégiée pour les offres iraniennes en matière de projets pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Elle sera aussi privilégiée pour ses achats de pétrole et de gaz. Ali Khamenei a demandé aussi aux Chinois de développer des lignes ferroviaires à grande vitesse entre Téhéran et la ville sainte de Mashhad à 900 km au nord-est, entre Téhéran, Qom et Isfahan au sud. Enfin, la ville de Tabriz, dans l'Azerbaïdjan iranien, sera le point de départ d'un gazoduc la reliant à Ankara en Turquie. Elle sera aussi sur 2300 km, la plaque tournante de la fameuse route de la soie qui reliera Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, à Téhéran. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Et là, ça me paraît très grave. La semaine dernière, Ali Khamenei et les gardiens de la révolution ont donné leur accord pour une totale coopération militaire, aérienne et navale entre l'Iran, la Chine et la Russie, qui aura ainsi un rôle crucial. D'ici 4 mois, novembre, il est prévu que les bombardiers et avions de combat chinois et russes aient libre accès de façon illimitée aux bases aériennes iraniennes. Les vaisseaux militaires chinois et russes pourront utiliser aussi des facilités portuaires iraniennes de Shahabar, Bandar Abbas et Bandar Bushehr. Tous ces déploiements aériens et portuaires seront dotés de matériel électronique sophistiqué visant à neutraliser les nœuds de commande et de communication de l'OTAN. Les Iraniens recevront aussi le célèbre système de défense antimissile S-400 russe dont vient de se doter la Turquie. Alors Christian, justement, les Occidentaux doivent-ils s'inquiéter? Que peuvent-ils faire? Écoutez, la Chine et la Russie, c'est clair, sont en train de bouleverser l'ordre moyen-oriental et mondial tenu par les Américains depuis 1945. Tout cela est plus qu'inquiétant. Pour sa survie, l'Iran est en train de donner progressivement aux Chinois et aux Russes le contrôle du Moyen-Orient et de ce que j'appelle sa rente pétrolière et gazière. Les jeux de la Chine et de la Russie sont une menace pour Israël qui doit se persuader qu'on ne peut plus compter sur un Donald Trump trop erratique et qui se retire sans réfléchir du Moyen-Orient. Il est urgent que l'Europe, faible et divisée, se réveille et arrête de faire les yeux doux à la route de la soie de Xi Jinping, tout comme Emmanuel Macron doit arrêter de s'enticher de Vladimir Poutine, qui est un habile manœuvrier hostile à l'Occident. Voilà, donc probablement l'accord n'est que la prolongation de ça. Si cet accord nouvelle est celle-là, vous comprenez les enjeux. Alors on continue à... Et vous comprenez bien que Mathieu Mabin racontait n'importe quoi, et même si ça date de longtemps, vous comprenez bien que le commentateur diplomatique ou géopolitique de France 24 ne raconte que des bêtises.
Parce que concrètement, l'enjeu principal de ce qui se passe maintenant, c'est le déclin de l'Occident ou la résurgence de l'Occident. Et résurgence, il va y avoir comment? Il n'y a pas de résurgence. C'est le déclin tout court. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Peace out et merci.